Je suis Camin, je suis conseiller technique régional en Bretagne. Je suis notamment responsable de l'accompagnement de nos structures départementales ou accession territoriale, donc les clubs qui ont la labellisation accession territoriale. Et chaque année, j'essaie de proposer une visio sur un thème autour de l'entraînement. Donc voilà. L'idée, c'est toute la présentation, je l'ai plutôt orientée sur un public accession territoriale. Donc vous allez plutôt essayer de vous projeter dans des athlètes ou des jeunes sportifs qui s'entraînent entre 3 à 5, plutôt 5 fois par semaine, et plutôt des U15 et des U18. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'était principalement l'épaule. Je l'ai un petit peu dévié sur le côté dos aussi, qui me semblait important. Et voilà. Donc sur le fonctionnement, moi je vais évoquer des choses. C'est lié par rapport aux formations que j'ai pu faire, à l'expérience que j'ai pu avoir aussi en kayak. N'hésitez pas, je vais essayer de faire quelques blancs, mais je suis quelqu'un d'assez bavard, donc n'hésitez pas à me couper la parole. Je vais pas du tout le prendre comme de façon négative, bien au contraire. Et donc n'hésitez pas, vous allumez votre micro dès qu'il y a un truc qui fuse dans votre tête là. Et c'est parti. Derrière la conférence, je vais vous envoyer la présentation qui est sous vos yeux là. Et après, bah, le lien sera, je vais héberger la vidéo sur YouTube là, en mode, je sais pas comment on appelle ça là, partage, là, avec un lien et je mettrai toutes les informations sur le site internet comme l'an dernier où il y avait la formation sur l'entraînabilité. Et, euh, et voilà. Est-ce que ça va la présentation, vous la voyez correctement? Je pourrais pas faire plus grand, mais est-ce que c'est bien pour vous? Oui, parfait. Ouais. Oui, nickel. Ok, et ben on commence. Euh, Là, je vous ai fait un petit sommaire de ce qu'on va voir. Je vais pas passer très vite dessus, mais et on va voir pas mal de choses. Ça va être assez dense. C'est mon côté un peu généreux. Je sais pas s'il y en a qui parlent, là, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc la première chose, c'est la notion de gainage. Donc, ce que je voulais mettre en avant sur cette diapo là, il y a des liens hypertextes là. Donc le tronc et le caisson là, il y a un qui est surligné en bleu et, euh, et souligné, c'est des liens qui vont vers des vidéos YouTube de l'Université de Lyon qui expliquent le fonctionnement de l'épaule et le fonctionnement du dos, etc. Donc ça, c'est pour les plus curieux d'entre vous. Moi, je vais pas faire un cours d'anatomie. Je vais plutôt essayer d'être pragmatique. Mais en tout cas, si vous avez envie d'aller chercher un peu plus loin, vous pouvez cliquer sur ces vidéos qui sont très bien faites au niveau péda. Et ce que je voulais mettre en avant, c'est que souvent on parle de gainage au niveau des abdos, mais ce qui est la notion de gainage pour moi, c'est le fait de maintenir une articulation en bonne santé via un contrôle, un renforcement et de la proprioception, donc un contrôle moteur, ce que je disais. Donc juste avoir ça en tête, c'est un peu le préambule de cette formation. Je vais juste faire un petit aller-retour vite fait. On ilco. Hop. Par rapport à les premiers enjeux autour de l'épaule, il y a 3 enjeux qu'on va détailler. La première, c'est la notion de stabilité et d'amplitude, que moi j'appelle du coup la mobilité, dans le sens que l'amplitude, c'est juste quelque chose de passif. On s'étire, c'est de la souplesse. On n'a pas forcément une notion de tension musculaire. Et que la notion d'amplitude, c'est quelque chose d'actif. Je vais étirer mon muscle grâce à une tension musculaire et je vais résister à cette tension-là. Et le fait de résister, c'est quelque chose de solide. L'enjeu numéro 2, ça va être le lien qu'on a entre le dos, donc le tronc et l'épaule. Là aussi, c'est pas mal. Moi, j'ai pris conscience récemment que, peut-être que vous le savez déjà, hein, mais que le tronc, il accompagne les mouvements de l'épaule et des fois, être souple au niveau du tronc, ça permettra d'éviter des blessures. Et le troisième enjeu, c'est de travailler sur ce qu'on appelle le côté passif ou actif. Et je reviendrai tout à l'heure dessus, sur ce qu'on peut maîtriser ou non. Donc sur le premier enjeu, ce que je voulais mettre en avant, c'est par rapport à la notion du tronc.
Là, si on regarde un petit peu le joueur de tennis, là, où il y a une courbure que j'ai matérialisée par la ligne rouge, on voit qu'il est très cambré. Et cette cambrure, elle permet la mobilité d'épaule et donc d'aller chercher loin avec sa raquette. Et s'il y en a d'entre vous qui connaissent un peu le kayak polo, on a cette notion-là aussi qui rentre en jeu euh, pour libérer un peu l'épaule si on est trop raide. Du coup, on met des contraintes supplémentaires. En bas, j'ai mis Nico Gestin là, en bas du joueur de tennis. C'est une situation similaire où on peut se dire, tiens, la mobilité au niveau de la rotation, elle permet aussi de mettre en sécurité l'épaule. Donc, c'était juste deux exemples pour vous faire prendre conscience, peut-être que vous le savez déjà, que c'est important d'être souple ou d'avoir de la mobilité, donc d'un contrôle actif d'amplitude pour libérer l'épaule. Les petits ronds verts là, que je montre, c'est que le tronc, il est aussi une capacité de stabilisateur. Donc dans le sens que si on est bien gainé, nous ce qu'on dit souvent en kayak, c'est d'être gainé, d'avoir une belle posture ou en traction là de pas bouger. Le fait d'être bien gainé, ça permet aussi de libérer l'amplitude au niveau des épaules ou d'être bien stable. Ça peut permettre de faire des gestes dans tous les sens, un peu instable avec le ballon en kayak polo. Donc c'est juste ce petit focus-là que je voulais mettre en avant avant de passer sur la suite. Je vais peut-être aller un peu vite sur les diapos, ce qui permettra d'échanger peut-être derrière un peu plus sur les exos ou sur autre chose. Là aussi, par rapport à l'amplitude, je faisais la différence entre la souplesse, l'amplitude et la mobilité. Ici, j'ai essayé de matérialiser ou de visualiser des éléments qu'on fait en kayak ou en canoë qui illustrent un petit peu cette notion de mobilité que je vous disais tout à l'heure. Sur la position du canoë au milieu, là, au niveau de l'épaule, par exemple, cette situation, on est en extension complète du bras et on va chercher loin devant, chose qu'on dit généralement à nos jeunes de faire, et c'est très positif. Mais si jamais le jeune ou l'athlète, il s'étire et qu'il n'a jamais été dans ces nouvelles amplitudes, il gagne de l'amplitude, et il n'a jamais été dans cette amplitude-là, et qui met de la tension musculaire, il peut se blesser. Souvent, on se blesse dans les extrémités de course. Donc c'est ça que je voulais mettre en avant. Donc en kayak, en kayak polo, ça peut être l'amplitude du shoot. Donc il s'est bien étiré chez lui et tout. Il a gagné quelques millimètres ou voir s'il est très bon, quelques centimètres. Et il reprend un ballon comme avant et il tire rapidement. Et ben il se fait mal sur cette amplitude extrême qui est nouvelle pour lui. Parce que la structure autour de l'épaule, au niveau des muscles, elle n'a pas été faite. Pareil pour les canoës, en slalom ou en course en ligne. Mais en kayak, ça peut être la même chose, hein. J'ai illustré en canoë parce que j'ai trouvé cette image assez parlante, mais c'est la même chose. Et donc pour ça, les deux principes que je vous propose de mettre en place, c'est notamment de travailler avec de l'intensité moyenne au début, dans des courses qui vont loin. Donc je vais vous montrer des exercices là, tout simplement. J'invente pas l'eau chaude, hein. Ce qu'on appelait le pull vert, cet exercice-là, il est hyper intéressant pour travailler cette notion de mobilité, donc de l'amplitude et de la force. Et souvent, alors moi, quand je le faisais, je le comprenais pas forcément quand j'étais athlète, parce que je me disais, bah, c'est facile, j'arrive à soulever lourd, c'est dur au début, mais bon, voilà, je peux mettre beaucoup plus lourd. Et donc, certains athlètes, comme moi, peuvent être un peu débiles et mettre une grosse charge et faire une amplitude de geste qui est plus courte. Et du coup, on passe à côté de ce travail sur les extrémités. Et quand on va chercher pour X raisons, comme Nico Gestin, il peut faire un appui lointain au niveau, euh, au niveau de son bateau, donc il va chercher une extrémité avec son épaule, et ben, il peut se blesser si jamais il n'a pas travaillé cette courbe-là. Un autre exercice qu'on peut faire aussi avec les TRX ou les anneaux, là, c'est des pompes un peu Superman, ou pareil, ce qui est bien avec cet exercice-là, c'est qu'on peut gérer l'intensité avec les pieds et à chercher, pareil, des choses, des appuis un peu lointains, plus plutôt pour le slalom que la course en ligne au niveau latéral. Et ça, c'est spécifique pour le lancer. Une résistance avec un petit élastique, c'est la même chose. Voilà.
Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce premier enjeu de la mobilité avant de passer sur le deuxième. Bon, ça doit être clair. Du coup, le deuxième enjeu que je vous propose, c'est la notion de que tous travaillent ensemble. Suivant les angles de l'épaule, il y a une activation ou pas du dos ou de l'épaule, donc de la scapula. Ce que je voulais mettre juste en avant, c'est que les premiers degrés, donc là où c'est marqué humérus, là, c'est normal d'être bien gainé, de ne pas bouger au niveau de la posture. Et dès qu'on va dépasser 90, là, c'est la partie de l'épaule qu'on appelle la scapula. Donc, c'est plutôt l'omoplate. Nous, on dit souvent les fixateurs d'omoplate qui accompagnent le mouvement. Et derrière, quand on va chercher quelque chose en hauteur, alors c'est plutôt pour les sports comme le canoë où la main supérieure, elle est bien haute, et ben, il y a une petite inclinaison du buste. Et ça, c'est tout à fait normal. Et des fois, il ne faut pas aller chercher à corriger ça parce que ça nous permet d'avoir une épaule qui est complètement centrée par rapport à son articulation. Donc, c'était juste ce petit lien que je voulais mettre en avant sur les enjeux. Donc, pour ça, on peut aussi travailler, le conseil que je vous donne, c'est de travailler sur ces trois angles-là. Alors, pareil, peut-être que je fais une généralité hein, et c'est pas bien, mais dans mon expérience en tant qu'athlète, ou en tant que, on va dire, préparateur physique, au début, je travaillais pas trop ces angles au-dessus de la tête en musculation, alors que c'est un des angles qui est hyper important. Ça, c'est un autre exercice de tirage qui est plutôt spécifique sur la scapula, donc les omoplates et fixateurs omoplates. C'est apprendre aux jeunes à dissocier ou à associer ces omoplates. Pareil, en bas à droite, là, l'image que je vous montre, l'exercice, c'est un autre exercice qu'on fait régulièrement aussi, hein. Donc, on peut l'appeler l'oiseau, certains le font avec des poids, mais cet angle du T, là, est hyper important. Moi, je l'ai fait, ceux qui me connaissent en échauffement, je le fais souvent à vide, là, sur les formations que j'ai pu faire avec vous, ou en échauffement IAWANK, RNE. Donc ça, c'est des trucs qu'on peut mettre en place régulièrement. Et le dernier exercice autour de la prise de conscience ou le fonctionnement des trois zones, là, du tronc, de la scapula et de l'humérus, c'est le A Superman ou le nageur, certains l'appellent le nageur. C'est tout simplement le fait de tendre les bras un peu partout en position allongée sur le ventre. Et donc ces trois types d'exercices n'ont pas vocation forcément à faire du renforcement pur et dur, mais plutôt à contrôler ou à prendre conscience du fonctionnement. Je ne sais pas si du coup vous avez des questions sur ce deuxième enjeu. On reviendra hein, sur la suite de la présentation. Il y a des exercices un peu plus concrets, mais Oui, oui, ouais, Rémi. ouais. Oui, je me posais juste une question, là, c'est Alexandre. Je me posais juste la question par rapport à ce que tu présentes là sur tous les axes là de travail. Est-ce qu'on est plutôt sur du renforcement des muscles profonds et de l'intra-épineux ou de l'infra-épineux, de consolider un petit peu l'articulation, ou là on est plus sur l'explication d'un échauffement avant un effort puissant ou qui risque d'être douloureux sur les amplitudes? Voilà, c'est plutôt la question. Ouais, alors je vais faire une réponse un peu à la normande, sans vouloir les pénaliser. Et bah, du coup, c'est plutôt l'enjeu, c'est plutôt de contrôler, donc de prendre conscience, un peu comme je fais la mobilité du bassin là, en T-rétro ou le hula hoop là. C'est pas forcément de renforcer les muscles profonds de la rotateur, la coiffe de rotateur, parce qu'on va le voir juste après, c'est l'enjeu numéro 3. Mais c'est plutôt effectivement d'éveiller comme si on était un peu rouillé le matin là et qu'on fait un peu d'échauffement sur les poignets, sur les chevilles, et on va partir courir. C'est prendre conscience d'eux et éduquer. Donc l'exercice qui est en haut à gauche, là, sur les tractions, où on serre la scapula, là, donc les omoplates, par exemple, vous pourrez demander à vos jeunes d'essayer de le faire, ou même vous d'essayer de le faire. Des fois, on n'arrive pas à prendre conscience d'eux. Si je peux prendre un autre exemple, au niveau de la planche, je ne sais pas si un certain, je vous ai fait faire cet exercice où on essaie de contrôler le haut du dos, donc on est en position de gainage sur les coudes, le haut du dos ou le bas du dos, on essaie de ne pas creuser, de creuser, de dissocier tout ça.
Des fois, on a la force musculaire, donc on a la force sur les muscles profonds, mais on n'arrive pas à les actionner de façon consciente. Et des fois, si on n'arrive pas à le faire de façon consciente, et ben sur des mouvements comme en kayak pour le tirage, si on sait déjà pas faire un tirage bûcheron ou la tronçonneuse là, où on active d'abord, je resserre l'épaule et après je tire, et ben en kayak, sur la logique interne de notre discipline pour avancer, et ben on va être pénalisé rien que pour ça, pour préserver notre épaule. Je sais pas si tu me suis, Alex, ou les autres d'ailleurs, sur cette Si. métaphore ou c'est bon. Ouais, ok. Donc c'est vraiment ce que je voulais, mais je vais en reparler tout Moi, à l'heure, c'est moi, ce que je comprends, c'est ouais, de ce type de. C'est une routine, en fait. Enfin, je pense, hein, je réponds, je sais pas, pour Alex, ça, c'est le genre d'exercice qu'on fait genre en début de muscu ou quand tu mm, vas t'échauffer sur l'eau avant une compète. Tu fais ça tout le temps, en fait. Enfin, tu me dis si je me trompe, Canin, mais l'objectif, c'est un peu ça, je pense. ouais, c'est effectivement ça peut être une routine, mais c'est la base de la routine quoi. Je pense que quand tu es éveillé, quand tu es débutant, tu fais cette routine-là, et puis on verra les routines que tu pourras faire avant les muscus et avant de monter sur l'eau, quand tu es intermédiaire, voire expert. Mais c'est le premier niveau. Le premier niveau, c'est la conscience que bah, notre épaule, elle fonctionne sur différents axes et qu'il faut apprendre à libérer ces axes-là. Mais effectivement, ça peut être en routine, Olivier. Bah, ça va peut-être être plus clair hein, sur la suite, hein. Ça, c'est les principes fondamentaux, les enjeux généraux, et puis après. Donc là, c'était pour répondre à Alex là, sur le troisième enjeu, c'est le côté passif et actif. Alors, c'est deux mots qui veulent juste dire que tout ce qui est passif, c'est le corps au niveau de l'épaule, elle est magnifique, elle part dans tous les sens, mais elle n'est pas orientée avec, enfin, elle n'est pas maintenue par des os comme le genou. Cependant, elle est maintenue par des ligaments. Il y a une petite butée devant l'épaule. Donc ça, on maîtrise pas ça. Nous, notre enjeu, c'est de préserver, c'est de pas casser la butée devant et surtout pas détériorer les ligaments ou le labrum ou le bourrelet. Donc ça, c'est des mots qui veulent juste dire qu'il y a un système qui fait une barrière autour de l'épaule pour éviter qu'elle parte, qu'elle se luxe. Et donc ça, c'est notre rôle. Par contre, là où on peut être actif, c'est ce que sur les muscles profonds dont tu parlais, Alex, que j'ai énuméré ici, là, mais ce qu'on connaît principalement, c'est les rotateurs externes et internes. Je vais aller dans le concret, vous pourrez voir un peu plus précisément la suite, mais ce genre d'exercice, là pour moi, c'est bah, ce qu'on disait tout à l'heure, là, sur les, pas être débutant, mais plutôt les intermédiaires. On peut faire cette routine-là régulièrement. Alors, il y a trois axes, hein, il y a trois positions. Chaque position, elle permet de sensibiliser ou travailler plutôt une zone différente au niveau des muscles profonds. Et, euh, et ça, c'est des choses qu'on peut faire régulièrement. La base de tout ça, c'est la posture de l'épaule qui doit être plutôt basse et les omoplates qui soient serrées. Si jamais vous voyez des jeunes qui ont une épaule qui est un peu haute et qui est enroulée vers l'avant, et ben du coup, ils vont renforcer l'instabilité de l'épaule. Donc, je tiens vraiment à vous dire là, ce qui est important, c'est d'avoir les épaules bien basses et en arrière pour avoir l'humérus le plus possible dans l'axe. Ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est un autre type d'exercice, bras tendus. Je prends l'élastique soit en pronation, donc comme si je voulais prendre quelque chose, ou alors en supination comme si je voulais recevoir quelque chose. Ça travaille plutôt les fixateurs omoplates et les rotateurs externes. Mais c'est pareil, c'est une routine que vous pouvez mettre en place avant de monter sur l'eau ou avant de faire de la musculation. Ce petit exercice, il renforce également la coiffe de rotateur, mais avec cette notion de proprioception en plus. J'ai mis test pass, je fais un petit lien, c'est que l'évolution, alors je ne l'ai peut-être pas dit en présentation, mais je suis en charge de l'évolution des tests pass pour 2023 et j'ai incorporé ce genre d'exercice pour accompagner les jeunes sur cette notion de renforcer les muscles profonds avec une composante d'instabilité.
cette composante d'instabilité, il y a un bel outil là que moi j'utilise depuis très longtemps et quand j'étais entraîneur du Pôle Espoir il y a une petite dizaine d'années, c'était les routines que je mettais en place 3 fois par semaine avec les athlètes. C'était le coude sur les ballons. Donc là, vous ne pouvez pas voir, mais quand vous cliquerez sur cette vignette-là, il y aura un lien vidéo qui explique les différentes étapes pour arriver sur la dernière étape. Alors, c'est pas la troisième, mais il y a une autre étape encore, c'est d'avoir le ballon libre. Je ne sais pas du coup si vous me suivez sur ces exercices-là. Et ok. Sur le dernier petit truc, sur cette diapo, alors j'avais travaillé avec un ergothérapeute quand je me suis fait opérer de l'épaule. Moi, je me suis fait opérer du supraépineux en 2018, je crois. Et j'avais bossé un peu avec lui sur justement l'équilibre entre les muscles faibles et les muscles tendus, donc les gros muscles. Nous, généralement, en kayak, on est fort des pecs et des trapèzes. Et donc, du coup, il faut plutôt passer son temps à les masser ou les étirer que de les renforcer à outrance. Et les muscles faibles, leur ratio, avec quelques petits exercices. Alors, vous pourrez regarder de façon un peu plus précise sur le diapo plus tard. J'ai fait une petite vidéo que j'ai appelée La Poule, là, pour toujours mon côté un peu pays imaginaire quand on est avec des jeunes moins de 12 ans. J'aime bien le côté métaphorique. Donc ça, c'est juste le côté de faire la poule et de renforcer les petits muscles autour du rachis, là, autour du cou, que vous pourrez voir. Donc pareil, vous cliquez sur la vignette et vous aurez une petite vidéo. Et je me suis permis de vous mettre cette image-là. Alors pareil, elle vient pas de moi, c'est pas moi qui est sur la vidéo, mais c'est un kiné qui fait des vidéos pédagogiques sur plein d'exercices différents. Et là, quand vous cliquerez sur la vignette, ça vous envoie sur une vidéo YouTube qui relate de 5 exercices sur les rotateurs, enfin la coiffe des rotateurs, donc les muscles profonds. Donc vous verrez dessus. Il parle du bûcheron, il parle de renforcer les rotateurs externes, tout ce que je vous ai dit en amont, mais de façon différente et ça sera peut-être plus simple pour vous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces trois enjeux avant de passer sur la suite? C'est que je suis bon dans les explications. Alors, pour la suite, je voulais juste mettre en avant la notion de blessure et qui n'est pas liée forcément à juste un paramètre et que nous, notre responsabilité, donc ça c'est une petite phrase en anglais, mais je vais traduire le concept, c'est que notre responsabilité en tant qu'entraîneur, voire casquette, on va dire préparateur physique, ou tout simplement personne bienveillante, c'est qu'on doit essayer de mettre en place dans nos situations pédagogiques, donc dans les entraînements, la notion de routine ou d'exercices qui permettent soit de prévenir les blessures ou alors de ne pas mettre en danger, entre guillemets, nos jeunes. Alors, on voit souvent sur nos formations BP ou entraîneurs le côté réglementaire sur l'eau vive. Si je prends l'exemple, on va dire, bah, tiens, on va pas emmener un jeune faire des rapides hyper costauds sans qu'il ait des gonfles, sans qu'il ait, je sais pas moi, un gilet de sécu, voilà. Mais il y a aussi le côté, ce qu'on met aussi en avant dans la réglementation, c'est le niveau d'expertise technique, en disant bah, il peut pas faire de la classe 4 parce que pour l'instant il maîtrise déjà pas la classe 2, si je prends toujours la métaphore de l'eau vive. Et il y a un autre paramètre où des fois on peut se poser des questions, notamment si je garde dans le thème de l'eau vive, les bassins, on demande à des jeunes d'être de plus en plus euh, au contact de la grosse eau vive en slalom, par exemple, mais des fois d'un point de vue physique, et ben, ils n'ont pas les prérequis. Et donc là, on les met dans des situations où on peut les blesser. Donc c'est juste ces deux notions-là, bien choisir les ateliers par rapport au niveau ou les situations en kayak par rapport au niveau, parce que des fois, on peut favoriser, c'est un risque supplémentaire pour favoriser la blessure. Une autre citation que j'ai un peu transformée pour la mettre de façon positive, et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que notre corps humain, il est fait de plein de maillons différents qui entraînent une chaîne. Et généralement, c'est un petit peu comme pour l'amplitude que je vous disais tout à l'heure sur la mobilité.
c'est quand on va chercher une amplitude max et donc du coup un petit maillon qu'on peut casser. Donc du coup, l'idée, c'est de toujours renforcer ces points faibles au niveau musculaire pour du coup éviter la blessure. Les thèmes autour de la blessure, ce que je voulais mettre en avant, c'est que comme c'est multifactoriel, c'est une notion de jauge, un peu comme un verre, la goutte d'eau qui fait déborder le vase là. Et ben nous, l'idée, c'est qu'on est toujours en train de flirter entre, c'est comme les principes de l'entraînement, hein. J'essaie de choquer le corps pour qu'il se renforce. Et si je le choque un petit peu trop, si c'est la goutte d'eau qui déborde le vase, on se blesse, on est en surentraînement. La blessure, c'est à peu près la même chose. Je vais vous illustrer les propos par rapport à l'épaule, par exemple. Sur l'épaule, si on a un des facteurs qui peut être la mobilité qui est au vert, mais par contre sur les muscles profonds, on n'a pas du tout de force. On va être au niveau orange là-dessus. Et par rapport à la situation que je demande sur ce que je connais très bien, moi, c'est le shoot en kayak polo. Je vais lui demander de shooter hyper fort 15 000 fois dans la séance. Et ben là, je mets un autre facteur qui est orange. Et ça peut permettre, du coup, engendrer une blessure. Donc ça, c'est le côté un peu, j'allais dire, biomécanique ou énergétique. Mais il y a aussi la notion dimension mentale qui rentre en jeu. Vous avez tous et toutes sûrement accompagné des athlètes qui se blessent régulièrement à des moments clés. Ça peut être les piges en slalom ou ça peut être à l'entraînement. Il arrive très bien à faire une descente de rivière là, enfin devant le club. Et là, on a une rivière qui est similaire, mais dans un autre contexte et il est stressé et il se blesse. Donc ça, c'est aussi une dimension qu'on peut prendre en compte. Et la dernière dimension que j'ai mis un petit peu plus éloignée, c'est les causes externes. Des fois, c'est faute à pas de chance, hein. En slalom, la vague, elle est arrivée, elle s'est formée de façon différente par rapport à l'analyse. Hop, je me luxe l'épaule. En course en ligne, je suis en canot de course en ligne et il y a du vent, je fais le drapeau, bam, je m'explose. En polo, on me pousse et que j'avais pas pris l'information et en plus je tombe sur un bateau adverse, bam, je me pousse quoi. Je me blesse. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut limiter, mais des fois on peut pas le faire. Les blessures récurrentes en canoë-kayak, là, il y a la notion de tendinopathie. Alors avant, on l'appelait ça des tendinites, hein, le terme il a juste changé, c'est que une tendinite, c'est le tendon qui est lésé et il est inflammé, ou la gaine est très inflammée, et une tendinopathie, c'est souvent c'est lié que à la gaine et c'est un frottement qui fait qu'on a mal. On n'a pas mal en continu, on n'est pas forcément inflammé. Donc c'est la petite notion qui évolue avec le temps. On a deux types de blessures qui arrivent souvent, c'est le long biceps, donc c'est devant l'épaule. On a des athlètes qui ont mal. Souvent, c'est parce qu'on est enroulé et qu'on a l'épaule un petit peu haute. Et donc, nous, on doit passer notre temps à étirer, masser les pecs, les zones tendues et renforcer les petits muscles pour limiter ça. Et le supraépineux, c'est en canoë, ça pourrait être, ou même en kayak, hein, c'est d'avoir l'épaule qui est un peu trop haute à chaque fois parce que les trapèzes sont tendus ou trop forts. Et du coup, à la fin, on se casse. Donc ça, c'est plutôt des blessures qui sont liées à la répétition que au reste. Donc il y avait des petites vidéos qui expliquaient, enfin qui illustraient les positions, mais vous le connaissez, c'était plutôt une présentation que j'avais fait à des non-kayakistes. Et sur la luxation d'épaule, c'est le fait d'avoir une épaule qui est soit les ratios musculaires, ils sont pas très bons, donc on a un déficit rotateur externe interne. Jacqueline Jean en Bretagne, là, elle a beaucoup œuvré, Jean-Yves aussi faisait partie et des entraîneurs sur les tests IBEX qu'on pouvait faire, donc les ratios musculaires. Donc ça, c'est une des causes. Ça peut être l'instabilité, donc la proprioception. Donc la proprioception, c'est le fait que de façon euh, involontaire, on contrôle l'épaule, donc c'est un réflexe. Et pour le travailler, il faut bien avoir les yeux fermés. Je vous donne ce tips-là, ce conseil-là. C'est que si on a les yeux ouverts, on a notre sens de la vue qui peut nous permettre d'équilibrer le corps. Et là, on est dans l'équilibre.
on n'est pas dans la proprioception. Si on coupe la vue, on renforce la proprioception parce qu'on n'a pas cette vision. Et donc, on renforce le côté involontaire, le côté inné. Donc, si vous faites des exercices et votre but, c'est d'automatiser ça, donc automatiser le fait que quand Camille, par exemple, elle traverse un rouleau et qu'il y a une vague qui se forme et qu'elle l'a pas forcément vu, mais par contre, elle l'a senti grâce à son kinesthésie et que c'est automatique et que son épaule est forte, bah, il faut fermer les yeux sur vos exercices. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport aux blessures récurrentes là, au niveau de l'épaule, avant de passer sur la suite qui va être le testing là, donc avoir des petites valeurs objectives autour de ce qu'on peut faire. Bon, ben, on passe sur la suite. Donc la suite, je vous ai proposé là du testing. Alors j'ai essayé de le décliner pour les U15 et pour les U18 afin que ça corresponde aussi aux réalités de terrain. Donc pareil, le testing que je vais vous proposer, il est orienté sur des ateliers qu'on fait régulièrement. Ce qu'il faut juste garder à l'esprit, c'est que c'est des tests de terrain qui ne sont pas forcément tout le temps prouvés scientifiquement. Mais par contre, qui ont de l'expérience et pas forcément moi, hein. C'est lié à des préparateurs physiques qui œuvrent depuis longtemps. Je vous citerai des références tout à l'heure si ça vous intéresse. La première chose, c'est ce que vous faites naturellement, c'est le testing postural. Alors là, c'est un peu imagé de façon formelle, mais déjà quand on voit un athlète dans la position naturelle, donc debout, on peut voir si ses épaules elles sont orientées vers l'intérieur ou pas, si la tête elle est devant ou pas. Si elle est devant, l'exercice de la poule de tout à l'heure, il est vraiment intéressant. On est face à un mode de vie qui a changé, qui a évolué. On est beaucoup assis, on est beaucoup sur nos téléphones portables ou sur nos ordis, donc avec la tête qui est toujours penchée en avant. Et donc, renforce moins ces petits muscles là, spinaux qui nous permettraient de recentrer l'épaule. C'est toujours ça qui est important. Donc, des fois, une épaule en avant, elle n'est pas liée forcément au fiscateur homopathe, mais par rapport à la position de la tête. Après, je vous ai mis les petits points sur les hanches, les genoux et les chevilles. C'est pas lié forcément que à l'épaule, mais c'est des indicateurs qui sont aussi intéressants. Si on a un genou qui est vraiment vers l'arrière, donc qui n'est pas aligné, c'est un signe d'hyperlaxité. Donc c'est une belle qualité hein, d'être très souple, mais si on n'en met pas la force là-dessus, on pourrait se blesser sur les activités croisées qu'on peut faire là, la PPG, la course à pied. Donc rien que ça, d'observer comment est notre athlète et du coup l'aider à prendre conscience qu'il a la tête en avant ou pas, c'est intéressant. Au niveau des raccourcissements musculaires, là c'est une exclusivité hein, que je vous donne en live, c'est les tests de souplesse que je propose pour les tests PASS. Ils sont hyper simples à mettre en place et peut-être qu'ils ne sont pas hyper précis dans le côté analytique, mais ils ont le mérite de se faire ça en 2 secondes, quoi. Donc je touche le sol, c'est bien, je touche pas le sol, c'est pas bien. Je touche le sol que d'un côté, c'est pas bien. Pour les autres figures à droite, là, il y a l'épaule au niveau de la flexion et des rotateurs externes et internes. Donc pareil, ça sera dans les tests PASS. L'info, elle va passer dès que ça sera validé par le DTN. Donc je pense que d'ici fin du mois de février, vous aurez toutes les infos sur les tests PASS. Donc je voulais vous présenter ça. Ceux qui veulent rentrer un peu plus dans le côté analytique, un peu plus détaillé, pour savoir où ça merde un peu, il y a une application que les Bretons, vous connaissez un peu, et quand on avait fait l'évolution des tests CED, on avait parlé de cette application-là, qui est GoRoad, donc une application qui a été créée par une entreprise française qui s'est inspirée du CrossFit, qui permet du coup de voir de façon globale la mobilité, alors pas la mobilité, pardon, l'amplitude et la souplesse euh, avec des détails. Donc là, je vous ai donné juste 2 captures d'écran, une à gauche là qui est 65%. Donc c'est par exemple c'est mon test de mobilité à moi là. J'ai quelques lacunes, on va dire.
Et donc c'est sympa, je vois que au niveau des chevilles, je suis vraiment mauvais. Et par contre qu'au niveau de la chaîne postérieure, donc je touche très bien le sol. Et sur les chevilles, si je prends l'exemple des chevilles, je sais où ça merde par rapport au test. C'est un test qui dure 10 minutes. L'application, encore une fois, elle est gratuite. Et l'autre élément qui est intéressant, c'est qu'il y a une bibliothèque de tutos vidéo sur des mouvements d'amplitude et de souplesse. Donc il y a 240 exercices que vous pouvez choisir soit en cliquant sur les zones musculaires que vous voulez ou pas. Donc si ça peut vous donner des idées, ou si vous avez des jeunes qui sont un peu plus qui sont au taquet, quoi, n'hésitez pas à leur faire découvrir cette application. Maintenant, je vais parler du testing au niveau du ratio musculaire. Avant, on était sur l'idée, ok, premier, c'est la posture. D'un point de vue passif, quand je suis quand je suis dans la vie de tous les jours, est-ce que ma posture, elle est bien? Euh, Est-ce que mes muscles sont assez endurants pour avoir une posture équilibrée? Après, le deuxième, c'était le côté raccourcissement musculaire. Quand on fait du sport, forcément, on développe des muscles. Et si on fait des petites répétitions, par exemple, on fait des pompes qui ne sont pas en amplitude complète, et on fait que des demi-pompes, ben, on va raccourcir notre muscle. Quand on fait du kayak, forcément, on raccourcit nos muscles aussi. Et donc, le fait de travailler en passif et puis après en actif, ou un peu des deux, ça permet de retrouver de la mobilité anatomique normale et de prévenir des blessures. Et là, on est sur le côté ratio musculaire, où l'idée, c'est de dire, bah, ok, maintenant qu'on a bien de l'amplitude, etc., est-ce que mon corps, il est capable de résister au niveau de la force à une résistance donnée? J'ai pas eu le temps de faire les tutos vidéo, mais l'idée, c'est qu'il y a pour les U15 des petits tests tout simples à faire. Donc, j'ai fait une petite image là, un petit peu d'un nageur. Là, ça ressemble un peu au nageur. C'est maintenir la position en T, en Y et en I. Donc, ça, c'est le I, par exemple, c'est être en position de Superman, les bras devant. Ça permet du coup de voir au niveau de la résistance sur 20 secondes, est-ce que ça bouge, est-ce que ça bouge pas, est-ce qu'il arrive à maintenir ou pas. Et s'il n'arrive pas à maintenir, bah déjà 20 secondes, il n'arrivera pas à se redresser. Donc ça, c'est un peu dommage. Et c'est un indicateur hyper simple à voir. Sur les tests pompe à 90, je vous montrerai une vidéo plus tard. C'est parce que j'ai pas eu le temps de le faire. C'est pareil, c'est un petit test qui permet de voir si on arrive au niveau des épaules à se lever facilement ou pas. Et sinon, ce que je propose, donc là pareil, c'est une exclusivité, hein, c'est sur l'évolution des tests PASS au niveau national. Bah, rien que si vous mettez en place dans votre entraînement de façon régulière, hein, pas forcément, des exercices autour des tests PASS, là, les pompes, les tractions, c'est des choses qu'on fait régulièrement, mais le petit wall ball, là, on verra ça plus tard, là, bah, ça vous permettra de prévenir des blessures sans forcément faire des tests de ratio particuliers. Pour les U15, déjà, s'ils ont cette culture de bouger dans tous les sens, ils vont se développer de façon harmonieuse. Est-ce que vous avez des questions sur le testing pour les U15 là, avant de passer sur les 18? Et comme ça, je vais pouvoir faire l'entrée. Ah ben non, c'est bon. Ouais, Kama, excuse-moi. Ouais. Juste une question pour les U15. Est-ce qu'il y a des choses, parce que par exemple au test CED, il y a 2 ans ou il y a un an, tu avais mis aussi en exergue Ouais. des ateliers qu'on faisait qui n'étaient pas forcément adaptés à un certain public. Est-ce que à travers tes recherches là au niveau de l'épaule, est-ce que dans nos pratiques, on a des choses qui sont déconnantes par rapport au U15, ou je dirais même U13, parce qu'on cherche à amener les jeunes de plus en plus tôt vers la performance. Donc, est-ce qu'il y a des choses ou un peu des manières de travailler qu'on a toujours fait qui seraient à éviter? Est-ce que tu as repéré des choses comme ça? Ce que j'ai repéré, c'est, je dirais, c'est plutôt de ce côté, ce que j'avais dit l'an passé sur l'entraînabilité, ou effectivement, comme on a évolué les tests de détection ou de sélection sur les structures CED, là, c'est de respecter les 60% d'intensité. Donc, réussir qu'un jeune, quand il commence à faire quelque chose, il doit réussir à faire 12 reps, entre 10 et 12 reps. Sur les tractions,
J'en vois souvent qui essayent de faire des tractions là, et ils arrivent à en faire 2, et quand ils en font 2, elles sont vraiment pas très jolies. Dans le sens, pas artistique, on s'en fout, esthétique, mais dans le côté où il y a de la compensation dans tous les sens. Et ce qui est pas bien pour l'épaule, c'est que du coup, comme c'est notamment une articulation qui est libre et d'aller partout, et qui du coup est influencée par les tendons, donc le biceps, enfin là c'est un muscle, mais le long biceps, le supraépineux c'est les trapèzes, ou le sous-épineux c'est tout ce qui est grand rond, petit rond, et ben l'épaule, elle va aller, elle est un peu comme nous, elle est feignante, elle va aller là où ça lui consomme moins d'énergie, donc là où il est le plus fort. Et souvent là où on est le plus fort, c'est les trapèzes et les pecs. Donc épaule en avant et haute. Donc pour les tractions, c'est exactement ça qu'on peut voir, un enroulement. Et ça, si c'est fait une fois, c'est pas grave. Mais si c'est fait régulièrement, c'est grave. Et pour avoir discuté il y a quelques jours avec Herman Lemarec, entraîneur national en course en ligne, on évoquait des tests, et on évoquait aussi la qualité technique de gestuelle. Alors nous, en France, on se prend beaucoup la tête quand même sur cette gestuelle parfaite pour avancer. Cependant, ce qu'il faut retenir, c'est d'avoir une épaule en sécurité. Et pour avoir une épaule en sécurité, il faut qu'elle soit plutôt basse et serrée. Donc, si on voit qu'il y a un jeune qui pagaie avec une gestuelle qui est les épaules tout en hauteur, eh ben, il va se blesser. Donc c'est ça qu'on pourrait voir régulièrement chez nous. En kayak polo, ce que je peux voir, c'est que comme on n'a pas des spécialistes de lancer, on n'a pas des éducateurs qui ont de la prévention sur le lancer, eh ben, la technique de tir, elle est propre à chacun. Donc c'est très bien, parce que ça fait une diversité hyper intéressante. Cependant, bah, si je prends mon cas perso, moi j'étais déjà très fort au niveau des trapèzes et des pecs, parce qu'avant je venais du BMX, et du coup quand j'ai appris à lancer, bah, j'ai lancé avec une épaule très haute. Et je me suis abîmé le tendon du supraépineux, malgré toute la prévention des blessures que je pouvais faire sur la proprio, parce que j'étais très fort là-dessus. Donc c'est plutôt un 1 au niveau technique. Est-ce que par rapport à ce que vous pouvez voir, est-ce que le jeune il a son épaule en sécurité? En 2, sur les mouvements de renforcement musculaire, pour les moins de 15 ans, il faut qu'il arrive à faire 12 reps, entre 10 et 12 reps, sur des exercices réguliers en position de sécurité. Et le dernier élément que je mettais en avant tout à l'heure, c'est par rapport peut-être au bassin en slalom, où si on envoie un petit jeune qui s'entraîne pas régulièrement sur un très gros bassin, sans avoir fait cette notion de progression, de progressivité, bah, on va l'envoyer au carton, quoi. Et donc des fois, bah, ça, il faut pas le faire, quoi. Donc il y a la notion de progressivité qui est importante aussi. Et je passe sur les tests U18. Alors, sur les tests U18, là, la cible des 18, là, c'est des jeunes qui s'entraînent tous les jours, qui ont déjà fait ou qui vont commencer à faire de la muscu avec des barres. Donc, c'est pas des jeunes U18 qui sont en mode loisir et qui font pas de musculation. Les tests que je vous propose, et on verra après quelles sont les priorités en 1 et en 2 que vous pouvez mettre en place dans vos clubs. Mais ce que je vous propose là, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Charles Pouliquin. Charles Pouliquin, c'est un préparateur physique de renommée internationale, là, qui a une trentaine d'années d'expérience sur la prépa physique. Et ça a été aussi, moi j'ai fait une formation récemment là, avec Olivier Bollier, qui est un préparateur physique, lui qui est aujourd'hui en France, là, qui a une vingtaine d'années aussi d'expérience sur la prépa physique, qui ont mis en place un protocole. Enfin, lui, il s'est inspiré du coup de protocole charles-poliquin sur des ratios musculaires. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un équilibre à avoir de force entre les rotateurs externes et internes. Nous, souvent, on se préoccupe de ça. Mais on ne se préoccupe pas de ratio de force entre pousser une barre verticale ou horizontale, ou tirer, le rapport entre tirer et pousser. On fait souvent au carré, là. Mais on voit pas les petits muscles. Donc là, le protocole qui est à droite, là, développé couché, les tractions, comme on fait d'habitude, la notion de dips, le développé militaire, c'est le fait de pousser une barre de façon verticale. Les tirages alternes, c'est le bûcheron, la tronçonneuse. Les rotateurs externes, on connaît bien. L'adduction d'omoplate,
pareil, il y aura des petits tutos vidéo, hein, mais j'ai pas eu le temps de les mettre là pour vous aider, mais c'est tout simplement le T où à l'élastique, on prenait en pronation ou en supination, là, et on écartait l'élastique. Ça, c'est la notion de T, ou en TRX, quand on fait le T, là, c'est la même chose. Et le trapèze inférieur, c'est le Y. Et donc, quand on demandait au U15 tout à l'heure de se mettre en position de Superman et tenir 20 secondes les bras en position de Y, là, où ça fait les bras, le haut du Y et le tronc, le corps, quoi. Et ben ça, c'est tout simplement des ratios de force qui permettent d'être équilibrés. Donc eux, ils ont déterminé par rapport au référentiel qui est le développé couché. Donc ça, c'est tous des ateliers qu'on devrait utiliser en prépa physique. euh, Quels sont les bons rapports. Je vais insister sur les dips parce que pendant longtemps, moi, on m'a dit que les dips, c'était dangereux. Et en fait, les dips, effectivement, ça peut être dangereux au même titre que quand tu pagaies mal avec une épaule enroulée ou une épaule vers le haut. Euh, et au même titre que quand tu vas tirer avec une nouvelle amplitude, mais que tu n'as pas la force nécessaire de faire de l'intensité sur cette nouvelle amplitude, et ben on peut se blesser. Donc ce que je veux dire, c'est que les dips, c'est un super atelier pour renforcer l'épaule. Il faut cette notion de progressivité, mais il ne faut pas le bannir. Il ne faut pas être exclusif là-dessus. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le protocole. Alors, je sais que peut-être pour certains, vous n'utilisez pas du tout de la musculation et je suis peut-être hors sujet. Mais je voulais vraiment inciter sur le côté des jeunes qui s'entraînent. Donc, dans les CED, normalement, ils s'entraînent tous en musculation. Et ça, c'est un protocole qui pourrait peut-être vous aider. Allez, je vous ai parlé de 2 actions. La première action, avant tout de parler de ce que je viens de dire sur la PPG, là, sur la muscu, c'est d'intégrer les mouvements test-pass. Encore une fois, je vends un peu le produit, hein, mais il a été réfléchi ce produit-là grâce aussi à l'expérimentation qu'on a pu faire en Bretagne sur les CED, là. Et j'ai essayé par rapport à tout ce qui est au niveau de l'épaule, mais le corps en général, de dire, bon, OK, comment on peut faire avec une batterie de test, sensibiliser les clubs, les athlètes à travailler de façon globale et de façon accessible. Donc, la première chose, c'est intégrer dans vos routines d'échauffement, dans vos séances de musculation, de renforcement musculaire, les pompes, les tractions, ça on le fait déjà, mais la corde à sauter, le wall ball, le gainage dynamique, là, la planche, et l'équilibre gym ball. Mais ça, j'en parlerai aussi un peu plus tard. Donc ça, c'est l'action numéro 1. Une fois que ça, c'est la base, elle est faite, vous pourrez intégrer ces ratios de force sur les ateliers. Mais peut-être que même j'aurais dû faire une action bis, c'est de dire déjà au lieu d'essayer de tester, intégrer tranquillement des dips sans charge, hein, même délester avec un élastique pour permettre d'apprendre le geste de façon facile. Ou ceux qui ont acheté des anneaux suite au test CED, où on avait appris à faire des tractions avec les jambes là pour permettre l'amplitude du geste, eh ben, vous pouvez utiliser les anneaux, c'est super. Ça va mettre en plus une composante de proprioception et la technique pied au sol marche très bien. Donc vous pouvez délester le poids grâce à vos pieds. Donc ça, c'est, on va dire, l'action numéro 2. J'ai mis entre parenthèses, là, vous voyez 5 RM. Parce que pareil, si vous êtes plutôt en musculation, alors pas débutant, débutant, c'est des gens qui apprennent les mouvements, mais plutôt des gens confirmés ou intermédiaires, on peut tester sur 5 reps. J'en ai discuté avec Olivier Bollier il y a 2 jours là. Euh, on est tombé d'accord sur le fait que c'est une adaptation, c'est pas optimal, mais au moins vous avez quand même une certaine visibilité. Par contre, les 8 reps, les pourcentages sur 8 reps, là, ils vont être faussés parce que c'est par rapport à une rep. Mais ça vous donne un ordre d'idée. Et pour les confirmer, les experts, entre guillemets, donc pour moi, les experts en terminale, ils doivent réussir à faire de la force maximale. Vous pouvez tester sur une rep sans problème. Mais ça nécessite au moins 2 années de musculation pour tester. Est-ce que vous avez des questions sur les protocoles de test des ratios musculaires avant de passer sur la suite? Et la suite, ça va être le dos.
savez pas comment je peux me sentir seul derrière mon ordi, hein. Je vous vois même pas en plus. Allez, je continue. Alors, ceux qui m'ont côtoyé aussi un petit peu là sur les stages RNE ou quelques formations DE notamment là, je parle souvent du bassin. Et là, on a une intervention de Thomas, je me rappelle plus son nom de famille, mais qui est le médecin référent de la Fédé là. On était au colloque des cadres techniques la semaine dernière, donc c'est tout frais, ou la semaine d'avant, je sais plus. Et il nous a parlé d'une maladie qui est peu connue, qui est tout simplement l'usure des disques de la colonne vertébrale chez les kayakistes. Alors moi, souvent, je faisais la petite, pareil, le petite caricature pour capter l'auditoire sur ma grand-mère ou mon grand-père qui se plaint toujours d'avoir des douleurs du dos et d'avoir une hernie discale. Et j'explique toujours ce que c'est une hernie discale. Là, sur le schéma que je vous ai proposé, là, j'ai colorié ou animé ouais, en orange la L4 et la L5. Nous, en kayak, c'est souvent ça qui est figé dans le kayak. Et donc, du coup, on est toujours coincé et on perd un peu de mobilité à ce niveau-là. Et le fait de perdre de la mobilité, on crée une tension supplémentaire. Et j'ai fait un petit peu évoluer ma métaphore avec le côté burger. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi la métaphore que je vous propose peut-être de prendre en compte. C'est que la colonne vertébrale ici, là, quand on perd de la mobilité ou qu'il y a de la tension dessus, c'est un petit peu comme quand on veut manger un bon burger là, à, à McDonald's et qu'on appuie bien sur un côté et du coup toute la sauce et tout le steak il est en train de partir. Et bien là c'est exactement la même chose pour la colonne vertébrale où quand on est assis en kayak et qu'on force, et ben on appuie sur un côté de la vertèbre et le disque il a tendance à vouloir partir. Il partira pas d'un coup, il partira petit à petit. Et comme je fais souvent l'allusion avec Bob l'éponge, là, le corps il est hyper intéressant, il est hyper fort. C'est que quand on retrouve de la mobilité, quand on fait le mouvement là, anté-rétroversion ou le hula hoop là, que j'explique aux petits jeunes, et ben on retrouve de l'eau et on remet le steak au milieu du burger. Donc ça c'est ça que je voulais vous faire évoluer, enfin éveiller là-dessus. Donc autour du dos, donc ça c'est un petit peu plus scientifique, on va dire ça comme ça. On a la colonne vertébrale. Vous avez vu, elle n'est pas toute droite. Et ça aussi, c'est quelque chose que je veux vraiment mettre en avant. C'est que sur les ateliers en développé couché, par exemple, souvent, pas souvent, mais on part toujours des extrêmes. Avant, on tolérait le pontage, on l'appelait ça, donc le fait de complètement tordre la colonne vertébrale, parce que dans la force athlétique, notamment les powerlifters, là, ils ont ces records où on voit que les fesses, elle, elle soulève. Et du coup, on autorisait ça. Après, moi, j'étais en Pôle France et on m'a dit il faut mettre les pieds au-dessus du sol et contracter les genoux vers soi. Comme ça, on a une colonne, un bas du dos qui est neutre. Sauf qu'en faisant ça, on a l'épaule qui part sur l'avant. Et en plus, on ne respecte pas forcément la colonne vertébrale, donc l'harmonisation. Donc, c'est pas trop grave en décès, mais en squat, par exemple, si on vous soulevez, assez lourd et que vous mettez votre colonne neutre, et ben ça revient un petit peu au burger. On appuie sur un côté. J'espère que vous me suivez. En tout cas, la première chose à faire, les principes fondamentaux là, que je mets en avant sur le dos, c'est notamment l'activation. Donc, vous vous souvenez, là, au tout début de la présentation, je vous ai parlé de notion de boîte autour de l'épaule et autour du dos. Et autour du dos, il y a une boîte qui est importante, c'est la notion de transverse, qui est un muscle qui entoure tout ça là. À droite, je vous ai mis une petite métaphore qui vient pas du tout de moi. J'ai trouvé ça intéressant lors d'une formation avec Bertrand Guillot, qui est un kiné préparateur physique de la voile olympique. Il mettait en place cette notion de vérin hydraulique. Alors c'est juste une autre façon de dire qu'autour de la colonne vertébrale, ce qui est important, c'est d'avoir des muscles, et notamment le transverse, c'est le muscle qui entoure tout ça. Et après, il y a les abdominaux, les muscles spinaux, enfin tout ça. C'est renforcer le gainage. Et l'étape numéro 1, d'ailleurs, il faut que je change ça, c'est la notion de travail du transverse. Alors, transverse, c'est à la mode en ce moment. C'est un muscle qui s'active quand on fait le petit ventre.
Donc, je vous montrerai tout à l'heure des exercices là-dessus et comment on peut identifier. Ce qu'il faut retenir, c'est quand pour les U15 ou les U12 même, on peut faire la notion de renforcement musculaire en statique. Donc la planche, le Superman, la banane, ce que je fais souvent, ces allusions-là, c'est la priorité. Avant de faire du mouvement, des crunchs, là, autre chose, là, du soulevé de terre, etc. Et toujours avec une notion de, on va mettre de la viande autour de la colonne vertébrale. Ok. Donc, pour retenir un petit peu les choses, c'est en un, pour prévenir des blessures du dos, il faut travailler un petit peu la mobilité, notamment en bas du dos, là, pour retrouver cet alignement au niveau du burger. Après, il y a le contrôle musculaire, j'en ai pas trop parlé effectivement juste avant. Je vais vous proposer aussi des choses là-dessus, qui est pareil, même principe que l'épaule, au niveau du contrôle moteur, qui est importante. Et la force musculaire, donc ça c'est plutôt renforcer tout ce qui est abdos, Superman, donc recto verso c'est les abdos devant et les lombaires derrière. C'est les chaînes, ça fait référence aussi à la chaîne. Pour ça, il y a un travail, je vous ai évoqué là tout à l'heure, la planche dynamique sur les tests pass. Je suis en train de faire le tuto vidéo. Là, j'ai un petit problème d'hébergeur parce qu'à la Fédé, c'est toujours, alors, je ne devrais pas dire ça, c'est enregistré, mais compliqué d'avoir des outils simples. Donc, je vais mettre sur ma chaîne YouTube ou pour un petit clin d'œil à Jean-Yves où ça sera très accessible. Tu cliques sur la vignette et hop, tu iras sur la chaîne sans faire de code, sans rien du tout. Et tout ça, je mettrai la présentation sur le site du CRBCK. L'autre élément, j'ai pas eu le temps de finir le tuto vidéo, mais c'est les wall balls. Ça, c'est un exercice qui permet de renforcer le bas du corps. Donc, c'est en position de squat. Et après, on fait une extension de hanche qui nous rappelle un petit peu la logique interne de notre discipline, où on pousse sur le cale-pied, la force, ça passe par le bassin et elle est renvoyée au niveau des bras. Et donc, du coup, pour le dos, le travail de mobilité, c'est la chaîne antérieure et postérieure. Donc, toucher les doigts au sol, si vous pouvez le faire, c'est top. Et les quadriceps, c'est toucher le talon au niveau des fesses. Donc ça, c'est l'amplitude. Le contrôle moteur, on peut le travailler avec la planche dynamique, notamment sur le bassin, mais on verra aussi un autre élément. On va le voir tout de suite. C'est ce que nous, on a fait sur les tests CED. Pour ceux qui se rappellent, le fait d'être sur les genoux ou assis sur un ballon, il y a une étude scientifique qui est tombée il y a quelques mois, là, il y a vraiment très peu de temps, qui montre la relation entre la stabilité sur le ballon et la prévention des blessures. Ou si je le dis de façon négative, tous ceux qui ont des douleurs récurrentes, des kayakistes, hein, c'est une étude sur les kayakistes, récurrentes au niveau du bassin ou du dos, c'est notamment lié à ce contrôle moteur qui est pas du tout intégré. Donc ce travail-là, il est aussi intéressant au-delà de la coordination pour améliorer lutter contre les blessures. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le dos, la prévention du dos, la métaphore du burger Ok. Eh ben, je vous propose de passer sur la suite. Alors, la suite, c'est en lien avec l'entraînement en général, mais aussi les préventions des blessures du dos et de l'épaule. On va voir juste pour moi la base de la base avant même de soulever des choses très lourdes ou de faire des entraînements hyper intenses. C'est ces 5 points-là. Donc on va commencer par la respiration. Alors vous allez me dire, c'est tout bête, sauf Jean-Yves, parce que Jean-Yves, il a l'expérience et sûrement qu'on lui a appris ça il y a très longtemps, mais on oublie des fois de dire que la respiration, c'est la base de tout. Et je voulais juste mettre en avant que pas mal de jeunes, ils savent pas trop respirer, même peut-être vous, vous savez pas. En tout cas, moi, j'ai du mal à respirer et à contrôler ma respiration. Normalement, on devrait réussir à respirer toujours avec la notion du nez et pas que avec la bouche, parce que ça permet d'autres choses. Donc ça, je vais passer vite sur cette diapo-là pour arriver sur le côté un peu concret, mais sachez que la respiration, c'est important. Ça, c'est pareil, c'est des petits principes fondamentaux sur pourquoi c'est important de respirer, quel moment.
Vous verrez un petit peu le côté, mais ça permet soit d'activer ou alors de récupérer. Et d'un point de vue mécanique, là, le parasympathique, c'est le côté du corps qui permet de récupérer. Mais on peut l'activer aussi avec de la respiration. Juste que ce que je voulais mettre en avant pour des U15, même des U12, hein, mettez en place cette notion de vitesse de respiration. Si vous voulez contrôler l'intensité, Jean-Yves, je me souviens, moi j'ai eu la chance d'être entraîné par lui. Je parle pas mal de Jean-Yves parce qu'il est là, donc c'est pas mal aussi. Un petit clin d'œil. Il nous faisait souvent des tests en course à pied là, sur, la variabilité cardiaque et par rapport à la respiration. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez faire de l'intensité très modérée, euh, du seuil lactique 1, seuil ventilatoire 1, de l'aérobie fondamentale, on l'appelle comme on veut, EB1, je sais pas, kappa, I1, essayez d'éduquer vos athlètes à respirer que avec le nez. Donc, ça permettra d'améliorer déjà le refroidissement du cerveau, donc ils seront peut-être plus alertes sur vos consignes quand vous tracez un parcours. Euh, mais surtout, ça va permettre la vasodilatation et aussi tous les petits effets positifs. Et réguler l'intensité, c'est facile, pas besoin d'un cardio, etc. La vitesse 3 à 4, là, c'est nez-bouche. Je respire avec le nez et j'expire avec la bouche. Ça, c'est une autre intensité. On peut mettre un peu plus de watts. Souvent, ça sera de la I3, de la kappa, aérobie ou je sais pas quoi autour de ça. Et ça aussi, c'est important de pouvoir le réguler. Ça nous permet aussi de travailler un petit peu, alors ça en hypoxie, c'est un terme un peu barbare pour dire en dette d'oxygène, là, où nos activités, souvent on est sur du lactique, en descente en slalom, ou en course en ligne, des fois on n'a pas le temps d'avoir l'oxygène qu'il faut ou optimal pour générer de la puissance au niveau des muscles. Cependant, notre corps, si on travaille en nez-bouche par exemple et qu'on réduit un petit peu du coup l'oxygène, pas besoin d'être à 2000 mètres d'altitude pour travailler en hypoxie. Et ça permettra d'être meilleur. Donc ça, on rentre vraiment dans la finesse, hein. Mais du coup, voilà. La notion 2, c'est le transverse. On en a évoqué juste un petit peu tout à l'heure. Je parlais tout à l'heure du périnée. Alors, je vais supprimer cette notion-là. Parce qu'en échangeant avec pas mal de kinés, déjà avant, moi, je faisais la métaphore du stop pipi. Je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu parler de ça. Mais c'était pour prendre conscience qu'il fallait activer le périnée. Et en échangeant notamment avec Margot Henry, là, qui était une athlète en, en canoë de slalom, qui est maintenant kiné et qui est aussi prof de yoga. Et ce que j'ai pu voir aussi avec ma formation de préparateur physique à l'INSEP, là, c'est que le stop pipi, ça peut engendrer des inflammations, là, et notamment, ça y est, j'ai perdu le mot, des... oh, je retrouverai, mais au niveau urinaire, là, je sais plus comment on appelle ça, bref. Et aussi, ça déprogramme euh, l'activation naturelle du périnée. En gros, normalement, on n'a pas besoin d'y penser. C'est bien d'en avoir un petit peu conscience. Et au lieu de faire le stop pipi, je vous propose juste de dire comme si on retenait un paix. Donc en fait, quand on retenait un paix, on serre les fesses, quoi, tout simplement. Et donc ça, c'est des petites choses juste à éveiller, mais pas à reproduire régulièrement. Par contre, là où on doit être fort, c'est sur le transverse. Et donc le transverse, c'est l'idée de cette gaine là qui est autour de la colonne vertébrale, c'est de la travailler, de l'activer. Et ça, par contre, c'est pas inné. Et pour ça, il faut toujours essayer de l'activer en expirant de l'air. Si on rentre un peu dans le détail, c'est par rapport au diaphragme. Là, j'ai mis sur le petit schéma à gauche, là. Il y a deux diaphragmes. Il y a le diaphragme thoracique qui est en haut et pelvien qui est en bas, donc la notion de périnée. Et donc, du coup, si on fait en inspiration, on met trop de tension là-dedans, alors qu'il faut le faire en expiration. L'idée, c'est de faire la petite taille, là. Et tout à l'heure, je vous ai dit que je vous donnerais un indicateur. Alors, c'est pas du tout pour moquer de la silhouette, hein. C'est plutôt pour dire quand on est en planche, on peut être sur la silhouette de la femme qui est à gauche, là. Être en planche, c'est pas du tout contracter le transverse qui nous sert à avoir une taille fine. Alors ça, c'est côté esthétique, mais surtout à renforcer un muscle autour de la colonne vertébrale. Et donc,
Là aussi, vous pouvez éduquer vos jeunes à faire le petit ventre. Donc, leur demander de se mettre en planche, d'expirer un tout petit peu, et en faisant le petit ventre. Et après, je respire normal ou je parle normal. Donc là, je l'ai fait avec vous. Vous pouvez même le faire avec moi. Donc, par exemple, je suis relâché là, assis sur ma chaise. Je vais expirer et faire un petit ventre. Et bien tout de suite, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais on contracte les abdos. Et on n'est pas du tout relâché. Et donc, c'est ça qu'il faut avoir. Le deuxième point, c'est l'autograndissement. Quand on se grandit, donc là, j'étais avachi sur ma chaise et maintenant je me grandis, naturellement, je vais contracter le transverse aussi. Donc, la notion de posture en course en ligne ou autre part en canoë, elle intervient aussi là-dessus. Donc, éduquer le transverse, évoquer un tout petit peu le périnée, voire vous n'êtes pas obligé de l'évoquer si vous ne le sentez pas. Parce que si on l'évoque trop et qu'on le travaille trop, on va déprogrammer le fait que il se contracte naturellement. Alors, par contre, passez du temps à éduquer sur le transverse pour protéger votre dos et le dos des jeunes. Par rapport à la scapula, donc par rapport à l'épaule, c'est un peu redondant, mais je vais essayer de l'expliquer différemment. Vous avez parlé de l'enjeu numéro 2 qui était la prise de conscience autour du mouvement de l'épaule. Et bien là, c'est exactement ça. On doit, en, le troisième principe fondamental, avant même de parler de soulever des charges lourdes ou de faire des tractions, c'est de prendre conscience qu'on peut resserrer les omoplates dans différents sens. Donc de façon verticale, donc je vous ai montré sur les tractions, là je vous montre avec un élastique, ça sera, et sur un seul côté, c'est plus simple. Vous essayerez de le faire, ou même à vide, essayez juste de, sans plier le bras, d'aller chercher la mobilité de la scapula, et ben c'est pas chose aisée. Et pareil sur le position de bûcheron, de tondeuse ou de tronçonneuse ou en TRX, le fait avant même de tirer le bras, de resserrer les omoplates. Et nous, en kayak, on passe notre temps à faire ça. On passe notre temps à tirer avec nos bras. Et des fois, ça peut arriver qu'on n'a pas notre schéma moteur, il ne soit pas ancré de façon fluide, et donc qu'on oublie de tirer d'abord avec l'omoplate pour mettre en sécurité l'épaule, et puis après avec le biceps. Et ça marche pareil pour les pompes. Pour les pompes, euh, je crois qu'on l'avait fait, non, on l'avait peut-être pas fait en test CED, mais c'est ce que moi j'appelle l'exercice du grand dentelé. Le grand dentelé, c'est un muscle de la coiffe des rotateurs, donc un muscle profond qui permet de stabiliser, de coller la scapula, l'omoplate au niveau thoracique. Et donc ce petit mouvement-là où j'ai bras tendus, je rentre mes épaules, je fais le dos rond, ça permet de prendre conscience et de renforcer le grand dentelé. On peut le faire aussi à la poulie, on peut le faire à l'élastique, de façon verticale, il n'y a pas de souci. Et l'équilibre à droite, là, donc là, ce qu'on fait, les tests CED avec moi, où on appelle ça le wall climb ou le wall walk, le fait de partir en pompe au sol et de monter les pieds au mur, ont renforcé aussi la notion de scapula. Donc là, on peut le faire. J'ai pas trouvé de petite image et j'ai pas fini le tuto vidéo sur cette façon de prendre conscience, de descendre, alors bras tendu, je descends mon buste et je remonte la tête à l'envers là. Mais ça aussi, c'est les prérequis de, d'exercices de développé militaire ou autre chose. Donc on peut le faire aussi avec une barre, un élastique, il n'y a pas de souci, en position verticale. Ça, c'était le troisième principe d'entraînement qu'il faudrait faire. En un, c'était la respiration. En deux, j'ai oublié. Le transverse, pardon. Et en trois, scapula. En quatre, c'est la mobilité du bassin. Alors, j'ai pas trouvé une image sur le Bosu, là, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand je fais la rétro-rentée, là, le hula hoop, euh, c'est hyper important de prendre conscience de ça. Si on n'arrive pas, déjà d'un point de vue de performance, on n'arrivera pas à dissocier le bassin des épaules. Donc en course en ligne, s'il y a de la vague de travers et que je veux avoir les épaules bien gainées et bien droites, si je suis pas capable de mobiliser mon bassin sur un côté et d'amortir le truc, déjà je suis pas capable de le faire à terre, j'arrive pas à le faire sur l'eau. Pareil pour le slalom ou le kayak polo pour les désaxés. Donc ça, c'est deux petits exercices qui peuvent être faits pour prendre conscience du dos.
Bon, ça c'est un petit rappel sur le sandwich, mais ça aide aussi à préserver votre dos. Donc ça, c'est la mobilité du bassin. Donc le contrôle moteur, mais aussi l'amplitude, qu'il ne faut pas oublier. Avec le chat dos rond, dos creux, qui, si vous connaissez un peu yoga, vous m'avez vu faire, c'est un exercice hyper intéressant pour retrouver de la souplesse. Le dernier point, je crois que c'est le dernier point, avant de passer sur les routines, c'est travailler ou activer les fessiers. Alors, vous allez me dire, on fait du kayak, pourquoi un gamin il parle de ça? Vous avez vu tout à l'heure sur l'étude dont je vous ai parlé sur la prévention des blessures du dos, bah, les fessiers, notamment, enfin les fessiers, pardon, le moyen fessier, a un rôle hyper protecteur du dos. Et nous, on fait pas que du kayak. Et c'est hyper bien. Il y en a certains, ils vont faire du VTT, du trail, de l'escalade, de la corde à sauter, enfin plein d'activités annexes qui permettent d'être un meilleur kayakiste et surtout d'être un kayakiste en bonne santé ou tout simplement une personne en bonne santé. Et donc c'est important de travailler le fessier et ou de l'activer, d'en prendre conscience encore une fois. Donc l'exercice du pas chassé, c'est une petite routine que vous pouvez avoir. Alors, pas besoin d'en acheter un mini élastique, hein. Vous croisez l'élastique que vous avez, vous le mettez au niveau des genoux, ça marche très bien. Et le squat libre avec un élastique, là, c'est plutôt pour prendre conscience que quand on descend sur les fesses, on écarte les genoux. Et c'est pas l'écartement des genoux qui est important, c'est plutôt l'activation des moyens fessiers qui donne cet écartement des genoux. Et le wall ball, là, c'est l'exercice un peu phare des tests PASS, là, sur cette notion d'activation des fessiers. Voilà, je vais un autre truc sur les fessiers, mais j'ai oublié. Donc activer et renforcer, notamment pour préserver les blessures du dos. Ah oui, et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on s'assoit tous les jours sur nos fesses, et du coup on n'a plus du tout travaillé, on ne travaille pas de façon naturelle les fessiers, donc c'est pour ça que c'est un peu déficitaire. Ouais. Est-ce que vous avez des questions sur les cinq principes fondamentaux de l'entraînement? Donc la respiration, le côté transverse. Le troisième, c'était la scapula. Quatrième, je ne me rappelle plus. Et les fessiers. Ok. Alors, la suite, euh, j'ai essayé, j'ai pas pris le temps de finaliser, mais je sais que l'an passé, quand je vous avais fait la visio sur l'entraînabilité, j'étais resté que sur l'explication un peu scientifique de la prévention de la maturité physique et qu'est-ce qu'on pouvait faire à tel âge. euh, et des principes fondamentaux comme ce que j'ai un peu décliné avec des exemples d'exercices, mais pas forcément de séances type. Et je sais que certains d'entre vous, certaines d'entre vous m'ont déjà sollicité pour avoir des séances type. Donc j'ai essayé de mettre en avant deux routines type, et derrière j'essaierai de les compléter un peu plus facile. Moi, ce que je fais, mon retour d'expérience, c'est que j'essaie toujours de prendre 5-10 minutes avant de monter sur l'eau avec mes joueurs ou les athlètes en stage pour inculquer la notion de routine. Si on en fait un petit peu tous les jours, c'est mieux qu'une grosse fois par semaine. Donc si vous entraînez vos jeunes 3 fois par semaine, ne faites pas 2 séances de bateau et une séance de renforcement musculaire. Ça n'aura aucun effet positif. Si ce n'est qu'ils vont apprendre de temps en temps, ou s'il fait froid, c'est bien, mais c'est pas pertinent dans le long terme. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est de en faire régulièrement. Donc, si vous avez 3 séances de séances par semaine, vous faites 3 séances de bateau et vous réduisez un petit peu de 10 minutes avant de monter sur l'eau. En plus, ça permet d'échauffer et vous mettez en place ces routines. Donc, j'ai proposé en bleu des routines avant de monter sur l'eau et en marron des routines avant d'aller sur la PPG. J'ai mis 4 exercices. Généralement, j'en fais pas beaucoup plus, voire j'en fais moins. Et à chaque fois, il y a la même logique. Un peu de mobilité, donc là autour de l'épaule avec la pagaie, là, où je mets les mains sur les pales, et puis bras tendus, je mets la pagaie devant et puis derrière. Et ça, je fais ça une vingtaine de fois, et plus je chauffe, plus je réduis les mains. Le Superman, bah,
c'est le côté qu'on a pu voir. On peut rajouter avec les bras qui se battent dans tous les sens. En plus de faire du renforcement sur le bas du dos, je fais de la mobilité et du renforcement sur des muscles de posture. Et les muscles de posture, c'est important de faire au moins une vingtaine de mouvements parce que c'est de l'endurance. Si vous passez votre temps à dire à vos jeunes, redresse-toi, et qu'au bout de 2 minutes, même pas, il se rabâchit sur sa table, comme je suis actuellement, c'est juste peut-être qu'il n'a pas de force et au niveau de l'endurance. Donc c'est important de faire du Superman là-dessus. La planche dynamique, on n'est pas obligé d'avoir le Swiss ball au-dessus, en dessous des chevilles. Vous le faites tranquillement. C'est nous les tests CED qu'on avait fait en Bretagne. C'était aussi cette volonté d'intégrer ça. La tortue, c'est tout simplement la banane, mais avec des mouvements de bras. Pareil, je vous mettrai en place quelques petits tutos vidéo. Donc ça, c'était par rapport à ça. Même logique qu'avant l'entraînement de PPG, là, donc ça peut être la course à pied, mais ça peut être la muscu ou autre chose. Un petit peu de mobilité. Alors j'ai mis cette fois-ci avec un élastique parce qu'on a du matos, un TRX, le shadow rond de creux, un gainage oblique. En tout cas, vous comprenez un peu la logique là-dessus. Donc ça, c'était plutôt orienté sur les épaules. Et si on oriente un petit peu sur le dos, avant de monter sur l'eau, on peut prendre par exemple la mobilité du bassin que je vous ai proposé là, anté-rétro, le côté un peu hula hoop, faire des mouvements tout simplement, ça permettra de travailler ça. Le lapin, c'est pour ceux qui m'ont déjà vu faire ça, c'est le fait de faire des petits sauts vers l'avant là. Et à chaque fois, on avance d'1 mètre en sautant à pieds joints, mais on se réceptionne le cul par terre, j'allais dire, mais c'est pas vraiment ça. Mais voilà, on fait un squat, on saute, on squat, on saute, on squat. Moi, j'ai appelé le lapin pour essayer de rentrer dans le pays imaginaire un petit peu du jeune. C'est toujours sympa, ces côtés un peu éducateurs, mais vous êtes meilleur que moi là-dessus. Avant l'entraînement, en PPG, je vous propose de faire du temps cette fois-ci, de pas forcément avoir des reps. Vous faites 30 secondes, 1 minute par atelier, 2-3 tours, ça suffit. Le scorpion, là, c'est pour mobiliser toute la colonne vertébrale en rotation, qui est hyper importante pour nous en kayak notamment. Et en même temps, si vous avez les bras mains contre le sol, ça permet d'étirer un petit peu les biceps, les avant-bras pour ceux qui sont très raides. Ça peut aussi avoir cet effet-là. Et l'ours, ou la marche de l'ours, c'est la petite vignette que je vous ai mis en bas à gauche. Il y a 3 déclinaisons possibles. Alors c'est un terme anglais parce que ça vient du CrossFit et j'ai pas trouvé en français des choses un peu simples, mais en gros, tu as la marche de l'ours, le crawl de l'ours, je sais pas comment on peut dire en français, et la scapula de l'ours. C'est 3 types de marches qui sont sympas à faire et qui mobilisent différentes zones. Par exemple, la marche de l'ours, on est plutôt aux jambes tendues, comme on voit à droite là où je suis, et on mobilise la chaîne postérieure, en même temps de renforcer un peu les épaules. Et donc ça, c'est la mobilité. Le crawl, c'est en bas à droite, là, vous me voyez, cette fois-ci, les fesses, elles sont moins en l'air, elles sont plutôt en bas. Et d'avoir le genou qui est au contact du coude, on travaille du gainage et on travaille aussi le renforcement des épaules. Et le dernier élément, c'est la scapula. Je ne l'ai pas imagé sur la première vignette, mais c'est le fait je vais marcher et je vais rester sur 3 appuis. Donc je vais enlever un appui, une main, je vais me tordre sur le côté, un peu comme si on voulait faire une planche oblique, et après je vais me remettre. Ceux qui nagent un petit peu, c'est un peu quand on fait l'éducatif de crawl, je vais chercher loin devant avec ma main, je vais toucher mon pec et je vais chercher loin devant. En touchant mon pec, je fais une rotation du buste, et bien là c'est la même chose. La rotation du buste avec un point d'ancrage fixe qui est la main au sol permet de renforcer la coiffe des rotateurs externes et la scapula. Voilà, alors je vais arrêter le partage parce que la suite, c'est des annexes qui sont un peu complètes. Je vous le montre rapidement là, mais c'est ce que je vous ai redit avec les vidéos là, qui sont dites différemment sur le fonctionnement de l'épaule. Et l'autre, c'est les petites analyses des blessures en slalom.